clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo, en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity, présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. J'allais dire quelque chose qui ressemble à ce que disait Julien Lepers dans Question pour un champion, mais que je l'aime ce jeu, ou que j'aime cette émission. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Nous sommes très heureux d'être ici, à Aix-en-Provence, sous un ciel magnifique, dans un écrin superbe. Et je ne pouvais pas rêver mieux, puisque je suis à côté du comte de Mirabeau, qui nous regarde sur cette émission, dans la salle des États de Provence. Nous sommes ravis d'être avec Grégoire Darico, notre producteur animateur. Comment ça va, Grégoire ? Très bien, Sylvain. Je suis ravi d'être ici. Voilà, nous sommes ravis et nous avons été fort bien accueillis par l'hôtel de ville, accompagné de mon fidèle complice. Ça fait la 35e voyage que nous menons tous les deux. Ouais, et on ne se lasse pas. On ne se lasse pas. Je ne me lasse pas de vous. Hein, mais vous moi non ça. plus. Voilà, Olivier Marin, rédacteur en chef immobilier au Figaro. Comment ça va, Olivier ? Très très bien, très heureux. On est arrivé tôt. On est parti très tôt ce matin, 6h du matin. On est arrivé sous ce beau soleil magnifique, extraordinaire. Et nous avons le plaisir d'être reçus par l'hôte de ces lieux, l'hôtesse de ces lieux. Elle est la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin. Bonjour. Bonjour. Je suis très très heureuse de vous accueillir à Aix-en-Provence. C'est un immense plaisir d'être ici et on a beaucoup apprécié avec Grégoire depuis hier l'installation par nos équipes et merci à Jason Pinheiro et toutes les équipes d'avoir œuvré pour la production de ce programme avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de sympathie et ça nous fait vraiment plaisir. C'est là qu'on reconnaît que dans les villes de France, on a toujours un accueil particulier. Vous savez, à Paris, parfois on est un peu hors sol. Ça, vous le savez déjà. Mais quand on va au contact, on est très heureux de voir comment se passe la vie dans ces territoires. Et vraiment, merci pour ça. Mais c'est un territoire de choix aussi. Merci. Aix, c'est quand même la capitale historique de la Provence. C'est une ville qui est magnifique et à laquelle nous tenons énormément. Et nous souhaitons véritablement qu'elle puisqu'on va parler évidemment d'immobilier, de construction, le principe général est de préserver la ville tout en favorisant aussi l'accès au logement. Mais il est vrai que nous sommes, nous, maires de France, confrontés à de nombreuses problématiques et à de nombreuses injonctions paradoxales. Je pense qu'on va les aborder tout à l'heure. On vous a préparé une très jolie émission, mais je vais raconter une petite anecdote pour démarrer. Avec Olivier, on a pris le train à 6h ce matin, on était très frais. On arrive et on prend un taxi. Ouais. Et dans ce taxi, un taxi super sympa, avec le joli accent du coin. Et on dit, on a rendez-vous avec Sophie Joissin, la maire de... Et il nous dit... Je suis fan. Je ne peux pas être objectif sur la maire de la ville. Je suis fan, j'adore. Ben, ça me fait plaisir. C'était c'était d'une spontanéité absolument incroyable. Ah oui. Et vraiment superbe. Et je lui dis, mais justement, qu'est-ce qui fait que vous aimez votre mère ? Et il lui dit, on vit bien ici. Oui. Et ah bon, c'est-à-dire bien. Et il me répond très spontanément, et ça c'est extraordinaire, c'est je suis un homme heureux. Je suis heureux dans ma ville. Formidable. Je crois que quand on a un administré sans aucune contrainte, qui vous dit ça comme ça, spontanément, vous pouvez dire que c'est plutôt bien. On y travaille beaucoup et je crois que ça fonctionne bien. Merci en tout cas. Olivier, nous avons un super programme. Alors oui, un programme extraordinaire. Moi, je suis très heureux, bien sûr, au nom de Figaro Immobilier, dont il y a beaucoup de participants et de personnes du Figaro qui sont présents aujourd'hui. On est très heureux de les avoir ici, bien sûr. 4e saison donc des Clés de la ville. Avec Aix-en-Provence, se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville, eh bien c'est un grand plaisir, toujours ce même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier, on parle logement bien sûr, mais on parle aussi environnement, architecture, patrimoine, urbanisme. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme, il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques qui viendront, des acteurs de la fabrique de la ville. Pour la 6e étape donc, de cette saison 4, après Toulouse, après Orléans, après Lyon, après Limoges et après Laval, eh bien, nous sommes à Aix-en-Provence, reçu par notre grand témoin que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés, Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup. Nous aborderons avec vous l'habitat, les projets urbains, les petits et les grands projets bien sûr,
Et puis nous retrouverons nos partenaires. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on recevra Maître Jean Coulon, président du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui est notaire à Aubagne. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon de l'immobilier. Ici, est-ce que ça marche pas, comment évoluent les prix? Et il nous donnera également des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, nous recevrons pour le groupe Nexity Lionel Séropian, qui est le directeur régional adjoint Alpes-Maritimes, Var, Grand Marseille, Languedoc et Midi-Pyrénées, pour évoquer le neuf avec lui, l'immobilier neuf et aussi les projets. Et puis la séquence bien mieux avec notre partenaire qui est arrivé il y a quelques minutes de Paris, mais ça y est, il est là. C'est notre partenaire Elio et c'est Pierre-Marie Perrin qui est directeur des affaires publiques d'Elio pour parler de ce qu'on appelle le chantier du siècle, c'est la rénovation énergétique. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent entre les budgets un peu rabotés, entre le fait de revoir aussi les interdictions, différentes choses. C'est le téléphone qui sonne, ce qui arrive aussi. Oui. Aix-en-Provence, on verra avec, évidemment, Pierre-Marie, MaPrimeRénov', en fait, tous ces sujets. Voilà donc pour ce beau programme. Mais tout d'abord, si je vous dis Aix-en-Provence, Grégoire... C'est l'édito. Chers amis, nous voici donc à Aix-en-Provence, on l'a dit, pour cette 35e étape des Clés de la Ville, la 6e pour cette saison entamée en octobre dernier à Toulouse. Alors, merci beaucoup de nous recevoir, Madame le maire. Nous sommes ravis de poser nos valises ici. Alors cet édito, c'est une sorte de lancement de notre émission, l'occasion pour moi d'introduire la ville, son histoire, son passé, son présent et pourquoi pas son avenir. L'occasion aussi, quelquefois, de raconter un petit peu ma vie. Alors, j'en profite pour vous dire, Madame le maire, que je suis particulièrement attentif à votre ville depuis quelques mois. Alors non pas parce que je suis un immense fan du club de football voisin, le mythique Olympique de Marseille, non, Madame le maire. Je suis très attentif à Aix parce que ma petite sœur s'est installée dans votre ville il y a 1 mois et demi. Oui, nous avons une Aixoise dans la famille, un déménagement que ma sœur m'a d'ailleurs confirmé en m'envoyant le message suivant, : ouvrez les guillemets, by the way, je t'annonce que tu vas pouvoir prendre ton abonnement au Vélodrome. Voilà. Comment elle s'appelle? Maëlys. Maëlys, c'est une Donc Maëlys est aixoise depuis 1 mois et demi. Alors, je ne vais pas vous parler de Marseille très longtemps parce que je suis au courant de la longue rivalité qui existe entre les deux cités. Rivalité fraternelle, évidemment. Une rivalité de 22 siècles entre Marseille, de culture grecque, et Aix, de culture romaine. Une rivalité aussi entre César, qui défend Aix, et Pompée, qui supporte Marseille. Ironie de l'histoire, Aix a pourtant été créé pour défendre Marseille. Nous sommes en 124 avant Jésus-Christ et Massilia est harcelé par les tribus gauloises saliennes. Le consul romain Gaius Sextius Calvinus démantèle alors l'oppidum d'Entremont où les tribus gauloises sont installées et y met 2 ans plus tard, au pied de cette colline, une ville avec ses légions. Il baptise ce lieu Aquae Sextiae. Alors je suis désolé pour mon latin, je n'ai pas fait de latin. C'est un nom choisi en toute modestie qui évoque l'abondance des eaux provenant des sources chaudes ou froides et aussi le propre nom du consul. Alors ne vous méprenez pas, Aix, c'est une ville souveraine, une ville capitale. Une capitale historique d'abord. Capitale de la Narbonnaise II, c'était la Gaule transalpine, au IVe siècle, puis capitale de la Provence, bien sûr, à partir du XIIe siècle. La Provence qui est rattachée au royaume de France au XVe siècle, mais Aix garde toute son importance jusqu'à son Parlement, dont les députés se réunissaient en État pour voter l'impôt. Aujourd'hui, encore, Aix, c'est le porte-étendard de la Provence, de cette culture, de ce patrimoine et d'une certaine qualité de vie. Alors vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais depuis quelques minutes, je ne parle que de la ville d'Aix. Parce que j'ai découvert pendant mes recherches que l'appellation Aix-en-Provence, elle est récente. Elle date de 1932. La ville rajoute ce qualificatif « en Provence » pour se démarquer des autres villes qui portent le même patrimoine dans l'Hexagone. La décision officielle, elle date du 2 février 1932. Elle a été signée par le président de la République Paul Doumer après décision du conseil municipal d'Aix le 3 août 1931. Capitale historique donc, mais aussi capitale culturelle. Ville d'eau, ville d'art et d'histoire, Aix-en-Provence incarne à merveille l'art de vivre provençal. Aix-en-Provence est une ville thermale réputée depuis l'Antiquité, on l'a vu.
Elle est surnommée d'ailleurs la ville aux 1000 fontaines. Alors c'est peut-être légèrement exagéré puisqu'on compterait une centaine de fontaines dans la ville, voilà, mais quand même, il y a des fontaines qui sont très connues et qui sont des étapes importantes sur les routes touristiques aixoises, comme la fontaine de l'Hôtel de Ville par exemple, qui est classée au monument historique depuis 1905. Aix-en-Provence est une ville qui ne compte pas moins de 140 monuments classés, principalement dans le centre-ville historique, où l'on trouve près de 150 hôtels particuliers des 16e, 17e et 18e siècles. Un patrimoine historique important donc. Alors si Aix-en-Provence est connu, peut-être mondialement, c'est aussi grâce à la présence du père de l'art moderne, Paul Cézanne. Amoureux de sa ville, le peintre avait dit un jour « Quand j'étais à Aix, il me semblait que je serais mieux autre part. Maintenant que je suis ici, je regrette Aix. Quand on est né là-bas, c'est foutu, rien ne vous dit plus. » Alors je ne m'attarde pas sur son rôle, nous en parlerons dans le reportage à venir, mais il n'y a pas que lui, de nombreuses autres personnalités ont marqué la ville comme Émile Zola ou Blaise Cendrars. L'époque de Cézanne, c'est aussi l'arrivée du train et un développement économique qui s'accélère. La ville devient une vraie locomotive et connaît un regain de considération. Après les deux guerres, les années 70 marquent un nouveau tournant. Aix-en-Provence accueille 3 universités, de grands ensembles immobiliers sont érigés. La population passe d'ailleurs de 54 000 habitants en 1954 à 137 000 en 1982 et presque 150 000 aujourd'hui. Parce que Aix-en-Provence est une ville où il fait bon vivre. Une ville qui vient de faire son entrée dans le top 80 des villes et villages de France où il fait bon vivre. Elle se classe à la 77e place. À Aix-en-Provence, le soleil, les cigales, l'enchoyade, la tapenade, la soupe de poisson, la soupe au pistou, la bouillabaisse ou l'aïoli. Mais surtout à Aix-en-Provence, le calisson d'Aix. C'est la confiserie la plus célèbre de la ville, confectionnée à partir de fruits confits et d'amandes broyées. Son origine remonterait à 1454, au cours d'un repas célébrant les noces du roi René avec Jeanne de Laval. C'est le confiseur de la cour qui aurait inventé cette confiserie. Bref, vous aurez compris, je pourrais y passer des heures et des heures. Alors simplement, et nous aussi. et vous aussi. Alors simplement, Madame le maire, je voudrais vous dire merci de nous accueillir dans votre si bonne ville. Et à tous, bienvenue à Aix. Bravo. Je vois, mon cher Grégoire, que vous avez plutôt bien bossé. J'essaye, Sylvain. Il a tâché de faire un portrait, un édito. Alors, je vous propose, Madame la maire, de voir maintenant quelques très jolies images qui ont été tournées dans votre ville. L'occasion aussi, de façon bucolique, de déambuler dans la ville. C'est le reportage, et c'est maintenant. Dans le sud de la France, nichée au cœur de la Provence, se trouve une ville empreinte de charme et d'histoire, Aix-en-Provence. Connue pour ses ruelles pittoresques, ses fontaines élégantes et son ambiance envoûtante, cette cité séduit les visiteurs depuis des siècles. Découvrez avec nous cet écrin de tradition où culture et art s'entrelacent harmonieusement. Dans ce périple à travers l'histoire d'Aix-en-Provence, nous sommes guidés par Frédéric Paul, fondateur des visites guidées Le Visible est l'Invisible. Il nous dévoile les secrets et les anecdotes qui ont façonné le caractère unique de cette ville. Avant Aix, il y avait une ville gauloise qui se trouve à 3 km d'ici et cette ville gauloise commerçait avec la grande ville grecque de Marseille et les Grecs ont demandé aux Romains de venir les aider à combattre les Gaulois parce qu'il y avait des problèmes commerciaux et ce sont les Romains qui viennent s'installer. C'est la première fondation romaine de Gaule en France en 124 avant Jésus-Christ. Déjà à l'époque romaine, on va avoir une évolution de fondation jusqu'à ville. On a au 5e siècle, avant la chute de l'Empire romain, une ville qui fait une dizaine d'hectares, ce qui est déjà très grand. À l'époque médiévale, on a un recentrement de la population sur 3 points, 3 villes.
On a le bâtiment central qui va être le point de départ de l'évolution de la ville, qui est la cathédrale Saint-Sauveur, qui à la base est une église, un baptistère. On a un baptistère du VIe siècle. Donc on a énormément d'éléments architecturaux les uns à côté des autres et on voit l'évolution de cette cathédrale à travers les siècles. Aix, c'est une ville multiple, qui est multifacette, qui a énormément de richesses. Je parle de richesse patrimoniale, bien sûr, mais pas seulement. On a en nombre de monuments historiques la plus grande concentration en France avec le quartier du Marais à Paris. 156 monuments inscrits ou classés à Aix-en-Provence, ce qui en fait la première ville des Bouches-du-Rhône devant Marseille qui n'en a que 90 ou Arles qui n'en a que 80. On va avoir au sud le quartier Mazarin qui va être créé au XVIIe siècle, qui est un quartier d'hôtels particuliers. Et en même temps que la création du quartier Mazarin, on a la création de l'avenue principale d'Aix-en-Provence, celle que tout le monde connaît à Aix, le cours Mirabeau. Le cours Mirabeau, c'est un cours à carrosses. C'est un lieu de promenade, de villégiature. Au XIXe siècle, en 1860, c'est la plus grande fontaine d'Aix-en-Provence, la fontaine de la Rotonde, qui est créée pour marquer l'arrivée de l'eau courante dans toutes les maisons. C'est l'arrivée du modernisme au XIXe siècle. On a une unité architecturale. C'est pour ça qu'on appelle Aix aussi la Florence provençale, parce qu'on a cette architecture exceptionnelle du XVIIe siècle, le baroque provençal. Dans cette exploration des traditions et de l'artisanat d'Aix-en-Provence, nous mettons en lumière un trésor culinaire emblématique, les calissons. Pour comprendre l'importance de cette douceur dans le tissu culturel de la ville, nous rencontrons Pierre Gignoux, gérant de la maison Léonard Parly, confiseur et calissonnier depuis 150 ans. À travers son témoignage, nous découvrons l'histoire fascinante de cette délicatesse sucrée, véritable symbole de l'identité et de l'artisanat d'Aix-en-Provence. Donc alors, on raconte souvent cette belle histoire sur l'origine du calisson, du mariage en secondes noces du duc d'Anjou avec la future reine Jeanne. La future reine était souvent très triste, avec un visage austère, alors qu'elle était magnifique et qu'on se doutait qu'à l'idée d'épouser ce roi qui était beaucoup plus âgé qu'elle, elle n'était pas forcément très heureuse. Et le pâtissier de la cour est venu lui présenter une confiserie. Lorsque la future reine a dégusté cette confiserie, soudain son visage s'est illuminé, son sourire est arrivé sur son visage, on a vu ses magnifiques yeux. Et quelle est donc cette confiserie qui a su redonner le sourire à la reine? On a répondu des calinsoun, ce sont des câlins en provençal. Le calisson, en réalité, est davantage lié à la présence importante de la culture de l'amande à la fin du XIXe siècle sur la région d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence était alors la place européenne des amandes, la bourse européenne des amandes. L'autre particularité, c'est qu'on a en Provence le savoir-faire dans le confisage des fruits. On a cette particularité chez Léonard Parly depuis 1874, donc 150 ans. En arrivant sur Aix-en-Provence, il a découvert cette spécialité qui était le calisson d'Aix, et c'était un moyen de valoriser des sous-produits entre guillemets de fruits confits, c'est-à-dire que lors du confisage des fruits, on cherche à conserver le fruit intègre dans sa forme et bien évidemment pour qu'il reste à la fois bon et beau. Et parfois lors du confisage, on a des morceaux de fruits qui s'échappent, qui se détachent, et c'était un moyen de valoriser ces morceaux de fruits qui n'étaient pas restés intègres lors du confisage en les mélangeant avec l'amande qui était le produit de prédilection de la ville d'Aix-en-Provence. Dans le domaine de l'art et de la culture, Aix-en-Provence se distingue par sa richesse et sa diversité. Avec des trésors tels que le musée Granet et le musée des tapisseries, la ville offre aux visiteurs une plongée captivante dans l'histoire de l'art de l'Antiquité à nos jours. De plus, l'héritage artistique de la ville est glorifié par son emblème, Paul Cézanne, dont l'œuvre continue d'inspirer et de fasciner les amateurs d'art du monde entier. Alors Aix est vraiment une ville de culture. Je pense notamment au Festival d'Aix qui est créé en 1947, Festival d'art lyrique. On est ici devant le théâtre de l'Archevêché où se déroulent chaque année des opéras. On a aussi un festival qui a pris ses lettres de noblesse depuis quelques années, le Festival de Pâques dans le Grand Théâtre de Provence, ce pôle culturel qui vient d'être créé dans les années 2000, juste à 2 pas
du centre-ville avec des monuments, des bâtiments d'architectes contemporains. Et cette culture, eh bien, elle démarre aussi avec un des grands enfants d'Aix, qui n'est autre que Paul Cézanne, qui est né à Aix en 1839, mort à Aix en 1906, et qui passe 70% de sa vie à Aix. Il crée la plupart de ses toiles ici dans cette ville, grâce aux couleurs de la ville qu'il retranscrit dans ses toiles. Bienvenue à Aix, ville aux ruelles embrassées par l'ombre des fontaines, où le soleil caresse les façades de pierre, illuminant les secrets de chaque rue. Ici, les calissons enchantent les palais et les musées tissent les fils de l'art et de l'histoire dans un éternel ballet de couleurs et de lumière, invitant chacun à se perdre dans la douceur de ces paysages envoûtants. De retour sur le plateau, si vous prenez l'émission en cours, voilà un très très joli reportage, une façon très originale de voir la ville, avec de très très belles images. On a eu beaucoup de chance puisqu'on était avec un temps vraiment clément, magnifique. En tout cas, c'est une façon un peu holistique et aussi très intéressante de voir votre ville. Cette ville, elle est tournée vers un passé glorieux. Elle a un passé glorieux, elle a une histoire. Mais c'est pas une ville musée, c'est aussi une ville très active. C'est une ville étudiante. C'est une ville où il y a de la vie. C'est une ville qui est vraiment s'inscrit dans un renouvellement urbain au sens propre du terme, avec notamment l'accueil d'entreprises de la tech très développé, avec un sens de l'accueil, notamment je pense à l'industrie hôtelière, je pense à l'industrie gastronomique, mais pas que, aussi le commerce. Il y a une vie bouillonnante dans un écrin architectural qui vous singularise complètement. Avant le 10e congrès des maires de France, en fin d'année 2023, vous aviez demandé à renforcer la place, je vais vous citer, des élus locaux dans la démocratie française. Vous nous avez dit quelques mots d'ailleurs tout à l'heure par rapport à la tentation un peu jacobine d'un État central. Vous dites notamment que l'on a pris l'habitude de tout demander aux maires, alors même que la décentralisation est en panne. Est-ce que les communes ont aujourd'hui les moyens d'assurer réellement, sans langue de bois, un vrai renouvellement urbain, Madame la maire? Vous savez, les communes, elles ont perdu toute leur fiscalité quasiment, en dehors de la taxe foncière. Donc ce sont les intercommunalités qui perçoivent ces impôts, que ce soit des impôts de production ou d'habitation, comme c'était à l'époque. Puis la taxe d'habitation s'est arrêtée, c'est l'État donc qui nous rembourse, mais qui nous rembourse jusqu'à quand sur cette fiscalité? Et de fait, nous sommes obligés de fonctionner, je dirais, avec les autres collectivités et avec aussi des financements d'État. Par exemple, tout ce qui concerne la construction aujourd'hui, ou presque, en termes de compétences, est dévolu à la métropole Aix-Marseille-Provence, laquelle a aujourd'hui quand même, enfin pas aujourd'hui, elle est née à cause de ça d'ailleurs, elle a quand même 3 milliards en cours de dette. Donc je vous laisse imaginer que ces priorités ne sont pas forcément celles des communes aujourd'hui. C'est très clair. C'est tout. Donc non, nous avons de véritables problèmes au niveau effectivement d'une fiscalité qui n'est plus perçue. Et une ville comme Aix a décidé depuis les années 98 de ne pas du tout augmenter les impôts locaux. Vous ne les avez pas augmentés du tout depuis 98? Non, depuis 98, ils n'ont pas été augmentés. Et comment vous arrivez à jongler justement avec ce périmètre? Et je voulais, sans aucune polémique, vous poser cette question. Est-ce que la compensation, vous savez, quand le président de la République avait annoncé la suppression de la taxe foncière, il dit « vous serez compensé à l'euro près ». C'est vrai ou faux? Parce que vous avez vos collègues maires qui, certains, sont assez critiques là-dessus en disant que les écarts pouvaient monter jusqu'à 25, 30, voire plus. Bien entendu, parce que à l'euro près, dans un temps donné. Bien sûr. Voilà. Bien et sûr. Ensuite, il n'y a pas la modulation que nous pourrions effectuer sur cette fiscalité. Donc ça reste bien un élément, un levier de financement pour la ville que vous n'avez plus. Évidemment. De même pour les impôts de production, il est vrai que nous avons besoin d'entreprises, nous avons un très très beau tissu d'entreprises sur Aix-en-Provence. Vous avez parlé effectivement, la tech, le pôle de l'Arbois, le technopôle, qui est vraiment un pôle d'innovation technologique, où nous avons reçu, enfin les entreprises qui sont là-bas, les startups ont reçu nombre d'awards chaque année à Las Vegas. Mais aujourd'hui, pour un maire, installer une entreprise lui coûte de l'argent. Pourquoi ?
parce qu'il faut faire les voiries, parce qu'il faut faire l'ensemble des aménagements qui sont autour, même si après, il y a quand même une taxe foncière, elle n'est pas forcément à la hauteur de ces aménagements. Et c'est l'intercommunalité qui touche ces impôts de production. Donc, alors même sur Aix, évidemment, qu'on va continuer à installer des entreprises, parce que, encore une fois, c'est une ville capitale et que l'on en a besoin, mais néanmoins, dans des tas d'autres communes, cela ne se fera plus. Moi, j'ai souvenir d'un ami qui a disparu malheureusement ces derniers jours, qui était Jean-Louis Canal, le maire de Rousset. Le maire de Rousset, à l'époque, avait vendu donc des terrains qui étaient agricoles à une zone industrielle qui faisait effectivement des puces électroniques. Mais il a rendu sa ville, enfin son village, extrêmement riche. Ça lui a permis d'avoir une cuisine centrale, d'avoir des écoles rénovées, d'avoir des tas d'équipements publics auxquels les autres n'auraient pas pu prétendre, grâce à ces impôts de production. Aujourd'hui, on est privé de tout cela. Donc, en fait, cela entrave la dynamique des communes. Alors, justement, on va prolonger, peut-être aller vraiment dans le cœur d'Aix. On l'évoquait tout à l'heure, une ville, elle doit garder son identité, mais aussi avancer, avoir bien sûr des projets urbains. On parle de plus en plus de réhabilitation, de transformer, de reconstruire sur l'existant, de redonner vie à d'anciens bâtiments. Et comme vous l'indiquez dans votre éditorial du magazine de la ville d'Aix, Aix-le-Mag, il faut regarder l'avenir, se projeter, dessiner dès maintenant le Aix de 2040. Ça passe par des actions locales, hein, et vous voulez une ville ouverte, tendre vers la ville, ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. Alors je rappelle le principe de la ville du quart d'heure, c'est de trouver près de chez soi tout ce qui est essentiel pour faire ses courses, pour travailler, pour pratiquer des loisirs, pour se cultiver, pour se soigner, à moins de 5 minutes à vélo et à 15 minutes maximum à pied, sans prendre la voiture. Donc une ville nature avec le parc national urbain, une ville sportive et culturelle très étudiante où se conjugue au mieux l'individu et le collectif, la réussite d'une ville apaisée qui nécessite de mettre en place des échanges permanents pour le bien commun. En fait, comment vous conciliez à la fois justement le local et le global? Alors le global, nous avons pas de difficulté sur Aix parce que nous avons des zones d'activité, des zones d'aménagement qui sont d'ores et déjà décidées. Mais nous pourrions, en 2040, avoir ce type de difficultés que connaissent aujourd'hui nombre de communes. C'est-à-dire, on préserve l'espace, ce qui est notre choix aussi. Hein, on a encore, je dirais, sanctuarisé 90 hectares de terres agricoles et d'espaces boisés classés sur le PLUI qui va être voté bientôt. Nous avons fait en sorte véritablement que la ville soit densifiée sur justement ces zones d'aménagement. Nous avons des quartiers périphériques où nous pouvons continuer de construire, mais dans le même temps, nous sommes aussi extrêmement bloqués par nombre de normes environnementales. Trop de normes ? Beaucoup trop de normes. Et puis, c'est un paradoxe. On nous demande effectivement de privilégier l'accès au logement, donc de construire du logement, mais dans le même temps, on nous empêche d'étaler la ville. Oui, c'est la fameuse circulaire ZAN. Exactement, c'est le ZAN. Donc en fait, vous avez ce que vous venez de décrire, c'est extraordinaire parce que chaque maire nous dit exactement la même chose. Oui, c'est ce qu'on trouve. mot pour mot. Le ZAN est un objectif, voilà. C'est pas non plus, on ne dit pas que vous arrêtez en fait. Oui, d'ailleurs dans le ZAN vers cet objectif parce qu'on a l'impression des fois qu'on mélange un peu les deux. Oui, surtout dans le ZAN, on retient souvent le zéro, mais pas le artificialisation nette, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un système de compensation entre le bâti et ce qui est rendu aux espaces verts. C'est juste, sauf que nous avons aussi des tas de normes environnementales. Je vous cite un exemple sur le complexe scolaire de la Durane, qui est un quartier d'Aix-en-Provence. Il a été voté, il a été choisi. Tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse ouvrir ses portes en 2025. Mais on a trouvé l'habitat, je crois que c'est d'une chenille, à cet endroit-là, qui, de fait, on n'a pas trouvé la chenille, hein, on a trouvé l'habitat. Fait qu'il y a 2 ans de retard sur le projet. Sur tout l'aménagement qui est derrière, c'est pareil, parce que c'était l'habitat d'une orchidée particulière. J'aime beaucoup les orchidées, j'aime beaucoup tous les animaux, c'est pas le problème, mais on n'a pas retrouvé le bulbe de l'orchidée. Sauf que, de la même manière, on nous oblige à reculer la construction. Donc, 2 ans de retard, typiquement, pour cette opération. Oui, pour ce complexe scolaire. Sophie Joissin, ça pourrait prêter à sourire, mais ça l'est pas en réalité. En fait, ça pourrait faire rire, mais moi, ça ne me fait pas rire. Mais ça vous fait pas rire. Voilà. Parce que là, ce que vous dites, en fait, vous décrivez, parce que je pose souvent la même question au maire, en fait,
vous aimez bâtir, parce que vous bâtissez pour le bien de vos administrés, Mais bien sûr, pour leur permettre un cadre de vie. On ne évidemment. peut pas dire que vous, maire d'Aix-en-Provence, vous ne soyez pas bâtisseuse au sens propre du Ah terme. ben non. Je parle de noblesse, je ne parle pas de bétonner Ah, surtout à tout craint. On parle de la noblesse de la construction. Oui. Bien évidemment, parce que c'est un vrai sujet, le logement, ici. Ah bah, le logement est un vrai sujet parce qu'ici, et je crois qu'on ne me démentira pas tout à l'heure, les prix sont tout de même extrêmement Ça, on onéreux. l'évoquera notamment avec Maître. Oui. Bien Donc sûr. nous avons voté bien sûr une charte du bien construire parce que si la ville doit s'étendre, la ville doit être préservée au niveau évidemment de son hypercentre, mais pas que, au niveau aussi de sa respiration urbaine. Si par exemple on décide de relever l'ensemble des niveaux et qu'à la place d'un R+2, R+3, on se retrouve avec des R+5, partout il y a une uniformité, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de paysage urbain. Bien sûr. La ville d'Aix-en-Provence est caractérisée aussi par le nombre de ses patios, le nombre de ses jardins. Et on a envie que ces respirations demeurent, qu'il y ait des modifications, oui, mais mesurées, pensées, et aussi avec une noblesse des matériaux, C'est une charte qui n'a qui a pas toujours de valeur. caractérisé la ville. C'est une charte qui n'a pas de valeur légale, mais qui montre un cap où il y a une concertation entre tous les acteurs de la fabrique de la ville, à la fois Bien sûr. aménageurs, bien sûr, les élus, architectes, les promoteurs. C'est cette charte qui s'appelle pour le bien construire. Pour le bien construire, la charte du bien construire. Sur Alors, Aix-en-Provence. justement, le 20 février dernier, depuis le 20 février dernier jusqu'au 4 avril prochain, vous êtes en pleine période d'enquête publique sur le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Aix. C'est bien ça? Cette enquête permet aux citoyens, associations et entreprises de prendre connaissance du dossier et d'émettre des avis ou des remarques. C'est un nouveau PLUI qui va naître. Alors, on ne va pas vous bassiner, Madame la maire, avec les mêmes problématiques. Vous le savez qu'en France, on a un doublement de la demande de logement lié à des phénomènes de décohabitation. Autrement dit, on est sur des démographies constantes, mais avec une demande de logement supplémentaire, puisque les familles se séparent. Les chiffres qu'on peut relever, c'est, vous savez, 12% des étudiants, en septembre 2023, qui ont renoncé à leur projet, faute de logement. Mais il y a un autre chiffre, 17% des contrats de travail à durée indéterminée n'ont pas non plus pu être signés, ce qui aurait pu être le cas même dans votre ville d'Aix, Bien sûr. parce que les personnes ne trouvent pas de logement. On a même vu pire, on avait comparé les aides sur le logement et les aides à la voiture électrique. Il y avait parfois plus d'aides à la voiture électrique qu'au logement, et donc peut-être que la solution pour résoudre la crise du logement, c'est de dormir dans sa voiture. Donc je caricature un peu, mais c'est une galère totale. Alors si là-dessus vous y ajoutez la location saisonnière qui pèse durement et gravement sur la captation de petites surfaces en cœur de ville, Bien sûr. qui sont mis en marché saisonnier, parce que bien évidemment, on peut le comprendre, la rentabilité est nettement supérieure. Pour un maire ou pour la maire que vous êtes, ça ne doit pas être facile à résoudre cette équation. Alors nous ne sommes pas dans la situation de Bayonne, par exemple. Oui, bah oui, Voilà, oui. où effectivement le R&B, les meublés finalement saisonniers sont tellement nombreux finalement que les Bayonnais ne peuvent plus du tout se loger. Sur Aix, moi ce que j'ai demandé à la société mixte de la ville, c'est de préempter effectivement les immeubles qui commencent à être dégradés, faire en sorte de les réhabiliter et de ne pas non plus les vendre à la découpe et au contraire de les louer à coût modéré pour loger les familles. On a parlé de la charte du bien construire, elle s'accompagne aussi de mesures concernant la loi SRU et son exigence de 25% de logements sociaux. J'ai abaissé le seuil à 1000 mètres carrés alors qu'il était à 2000 et rajouté 15% d'accession sociale à la propriété. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive pour favoriser plus de mixité. Mais bien entendu, on arrive tout de même à une thrombose totale. Nous avons 5000 demandes de logements sociaux sur la ville. 5 000, 5 000, c'est considérable. 5000, c'est énorme. Et Énorme. Et dans cette frange-là de demandeurs, il y a beaucoup de gens qui auparavant se logeaient dans du privé, mais qui n'en ont plus les moyens non plus. Bien sûr. Donc on arrive à un tel divorce entre les prix du privé et le logement social qu'il y a 5000 personnes qui aujourd'hui sont en difficulté. Et justement, pour prolonger, parce qu'en matière de 5000 logement, familles, pardon. beaucoup souhaitent accéder à la propriété et d'autres souhaitent tout simplement trouver une location. J'ai regardé sur Figaro Immobilier, hier soir sur Aix-en-Provence, le nombre de biens à la vente, 1700, location 185. Il y a un gap qui est absolument énorme. Alors, j'ai regardé les concurrents, j'ai regardé quand même Se Loger, tout ça, c'est à peu près dans la même proportion. Donc, comment faire? Est-ce que vraiment vous avez ce problème, comme on le voit aussi dans beaucoup de villes, de
On part sur la location touristique saisonnière et ça fait aussi des logements, des locations au moins pour les étudiants. On pense bien sûr aux étudiants ou dans quelle mesure il y a des difficultés? Sur Aix, je disais tout à l'heure que nous n'avons rien à voir avec Bayonne, par exemple, dans le sens où les seuils qui pourraient mettre la ville en difficulté n'ont pas été franchis. Mais il y a une surveillance et une vigilance, évidemment, qui s'opèrent. Moi, je dirais que la meilleure des voies est souvent celle du juste milieu. Permettre à des propriétaires de louer de manière saisonnière, ça me paraît une bonne chose, à condition que cela n'obère pas, effectivement, la capacité de ceux qui ont besoin d'un logement pérenne. Voilà. Alors, mais le sujet est d'autant plus important que souvent, et à tort, on accuse les maires de tous ces maux. Et il faut aussi rappeler que vous êtes aussi dans une équation tellement contraire que je pense notamment avec cette tentation du pouvoir central d'essayer de relier les ailes. Si vous prenez par exemple la crise du logement, les droits de mutation à titre onéreux, tout à l'heure on va voir Maître Coulon qui va nous en parler, c'est une ressource que vous n'avez plus à cause de la crise immobilière aussi. Bien sûr. Finalement, quand on vous écoute, si on se dit, et on peut le comparer aux situations des autres maires, c'est une triple peine. Puisqu'on vous enlève les leviers fiscaux, on vous impose des normes d'urbanisme auxquelles on suggère, et en plus on les complexifie, ce qui ne simplifie pas la tâche, notamment pour les communes de taille moyenne, hein, j'entends. Et le troisième point, une pression démographique liée à des nouveaux usages sur l'habitat qui sont quand même pas simples à régler. C'est assez désespérant quand on y réfléchit. Je suis bien d'accord, et c'est pour cela qu'il faut vraiment penser la ville par rapport à l'habitant, mais ça postule aussi des transports. Bien sûr. On va enchaîner, des Olivier. Transports en commun qui permettent effectivement peut-être d'habiter un peu plus loin, mais d'avoir des délais effectivement pour arriver sur son lieu de travail qui soient tout de même acceptables, quoi. Bien sûr. Voilà, bien ça sûr. c'est très compliqué. Et vous parliez tout à l'heure de la ville du quart d'heure. Oui, alors l'agence d'urbanisme est là, hein, j'ai vu Serge Lerda et Dovic Vert. À Aix, vous arrivez à maintenir la Nous ville du quart d'heure ? travaillons sur 15 cœurs de quartiers de villages, de manière à ce que les habitants puissent avoir à proximité des commerces de tous les jours, et en même temps, effectivement, les équipements publics qui vont avec. Mais c'est un énorme travail, mais je pense que pour l'avenir, justement, ce développement durable qui est partout dans les textes, même s'ils se contredisent bien souvent, qui est important tout de même, hein, et Aix, depuis 10 ans, a baissé aussi son taux de pollution. Il fait partie de la centaine de villes qui ont baissé leur taux de pollution. Alors, donc c'est formidable. Ça prouve que on fait en sorte que la ville soit la plus agréable possible et respirable. Alors vous êtes aussi dans le cadre... Mais ça ne va pas du tout dans l'exigence qui est celle de l'État de surdensifier les villes. Mais bien sûr. Mais... Parce qu'au plus il y a d'habitants, au plus il y a de véhicules à un endroit, et au moins l'air est respirable. Est-ce que la solution, vous avez tout à l'heure, vous avez parlé du nombre de quartiers, des petits villages alentours, effectivement sur l'agglomération. Est-ce que l'idée, c'est de développer ce qu'on appelle le phénomène de polycentralité ou de plusieurs centralités, ou de converger vers une seule finalement? Est-ce qu'on y arrive ou est-ce que c'est une vue de l'esprit que l'on a? Alors, on y arrive déjà parce qu'effectivement, lorsque les quartiers se sont constitués, automatiquement, des commerces sont venus. Mais l'idée, c'est de surtout pas avoir de cité-dortoir. C'est qu'une vie puisse s'organiser à l'échelle des 15 quartiers-villages de la ville d'Aix-en-Provence. Et qu'on converge tous vers le centre, bien sûr. Vous avez parlé d'énergie, c'est bien de ça dont on va parler. Ce que je vous propose qu'on entame tout de suite la première séquence avec justement, on va parler bien mieux avec l'écologie et aussi l'impact énergétique avec nos amis d'Elio. C'est dans la prochaine séquence, c'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Et voilà, de retour sur le plateau, ici, à l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence. On est ravis d'être avec vous si vous prenez l'émission en cours. Voilà un lieu, un écrin magnifique que je vous invite absolument à découvrir. Venez visiter cette bonne vieille ville d'Aix-en-Provence qui respire la Provence, qui respire la tradition, la modernité, tout cela mélangé. Ça donne un air bucolique. Je vous encourage d'ailleurs à déambuler dans les rues de Aix-en-Provence. C'est toujours très agréable. Il y a toujours une terrasse très accueillante où on peut boire un café, ça dépend de l'heure de la journée, ou un petit apéritif si cela vous dit. Voilà. On va parler maintenant avec notre ami sur le plateau qui est le directeur des affaires publiques chez Elio de la rénovation énergétique, le chantier du siècle. Bonjour Pierre-Marie Perrin. Bonjour Sylvain. Comme d'habitude, vous le savez, c'est la marotte de notre ami Olivier Marin va vous poser la première question sur la rénovation énergétique en présence de Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence. Tout à fait. Peut-être juste précision, encore pour tous les auditeurs et les téléspectateurs, de rappeler le rôle précis d'accompagnement, de transparence et de confiance
Le rôle d'Elio, déjà en quelques mots, Pierre-Marie. Alors Elio, on accompagne les particuliers, les ménages, mais également les entreprises, les agriculteurs, les entreprises de transport, le tertiaire, les collectivités territoriales, puisqu'on accompagne plus de 2000 collectivités territoriales aujourd'hui en France, dans leur transition énergétique. Sur 2 aspects. Le premier, l'ingénierie technique, c'est-à-dire qu'on va préconiser des solutions pour faire baisser la consommation énergétique, notamment des communes, mais également, après, on va aller chercher l'ensemble des aides financières, que ce soit les aides européennes, les aides nationales ou les aides locales, et ainsi que les aides privées, comme les certificats d'économie d'énergie, qui vont permettre de réduire le reste à charge des communes dans leurs investissements notamment. Alors avec vous, comme toujours, on verra des cas concrets, très concrets, notamment à Aix-en-Provence, sur comment changer et améliorer en fait les étiquettes énergétiques. Mais avant toute chose, ça concerne en fait l'ensemble du pays. On est un peu perdu dans cette rénovation énergétique. Sur MaPrimeRénov', on disait que cette année, on devait passer sur des gestes au niveau global. Maintenant, on revient à l'éco-geste. Le DPE, des biens qui font moins de 40 mètres carrés en surface, qui ne seront plus exclus, comme il était prévu initialement, de l'allocation pour les biens classés G à partir du 1er janvier 2025. Il se passe beaucoup de choses et on est un peu perdu. Vous qui avez l'art de la synthèse, Pierre-Marie, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui change concrètement et qu'y a-t-il de nouveau depuis cette année ? Alors tout à l'heure, vous parliez d'injonction paradoxale, Madame le maire. C'est tout à fait le cas et c'est encore plus le cas pour la rénovation énergétique. Il y avait des objectifs majeurs qui avaient été annoncés de plus de 200 000 rénovations globales pour cette année 2024 avec des règles qui changeaient au 1er janvier. Et patatras, mois de février, plusieurs personnes et notamment les fédérations professionnelles comme la CAPEB ou la FFB, qui d'ailleurs avaient raison sur le principe, puisqu'on a vu qu'à partir du 1er janvier, quasiment 30% de travaux en moins sur la rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce que les règles sont extrêmement complexes, parce qu'on ne sait plus exactement comment s'y prendre, parce que c'est compliqué, c'est complexe pour les particuliers, c'est complexe pour les entreprises, c'est complexe un peu pour tout le monde. Et donc aujourd'hui... Et pour les collectivités locales. Et pour les collectivités locales également. Et donc le ministre Guillaume Gasparian a annoncé le 8 mars dernier 2 nouvelles règles. Donc en 2 mois, ça a changé. Aujourd'hui, on remet le monogeste. Donc c'est-à-dire qu'avant, on était obligé de changer son système de chauffage pour pouvoir faire des gestes d'isolation. Aujourd'hui, pour les passoires thermiques, maintenant, jusqu'au 1er janvier 2025, on va pouvoir revenir au monogeste. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à isoler sa maison, isoler ses combles, faire un geste d'isolation, par exemple pour l'isolation thermique par l'extérieur. Donc c'est un nouveau changement de paradigme qui freine, qui ralentit le ministre, lui, il parle de simplification. C'est une simplification ou pas ? En tout cas, c'est une galère pour les Français. C'est une galère, c'est une simplification si on voit à long terme, mais comme les règles changent à peu près tous les 2 mois, la simplification devient de la complexification. Donc aujourd'hui, il faut avoir des clés, et des sociétés comme la nôtre détectent les changements réglementaires qui arrivent, comme je le disais tout à l'heure, tous les 2 mois. Et donc, il faut en permanence s'adapter. Et ça repose sur les entreprises de travaux, notamment, sur tout le territoire national. Et aujourd'hui, des travaux qui sont d'ailleurs aussi alourdis, parce qu'il me semble, Pierre-Marie, qu'une entreprise de travaux ne peut pas faire les travaux si elle n'est pas labellisée. Et c'est une tannée d'entretenir le label, notamment le fameux label RGE dont vous allez nous parler. Alors aujourd'hui, on a déjà une baisse du nombre d'entreprises qui ont le label. On est à peu près à 60 000 aujourd'hui. Oui. Le gouvernement souhaiterait atteindre 100 000 à partir de 2025. Mais également, on voit qu'on n'a jamais eu autant de défaillances d'entreprises dans le monde du bâtiment et dans le monde de la rénovation, alors que les objectifs sont importants, que les moyens financiers mis sur la table sont aussi importants. Et donc du coup, on n'y arrive plus. Les artisans, cette formation et un manque d'artisans aussi. Okay. Manque d'artisans. Notamment à cause du label, mais également parce qu'on a un manque d'accompagnement, de formation et de formation dans la durée. Et d'ailleurs, dans l'institution consulaire que j'ai eu l'honneur de représenter à une époque de ma vie, à la présidence d'un tribunal de commerce, il y a eu 55 000 défaillances d'entreprises et de patrons qui ont perdu leur boulot. Et les 2 premiers dans le classement, c'est la construction des artisans qui ont payé le prix. Ensuite, on a l'immobilier et en 3, on a la restauration. Donc on voit, ça illustre complètement votre propos. Parce que quand on pose la question aux artisans de savoir pourquoi vous vous délabellisez, vous aviez le label RGE pour avoir parce qu'ils passaient autant de temps à gérer les tracasseries administratives, c'est quand même un non-sens que d'aller sur les chantiers travailler. Et comme c'est 90% ça des TPE, PME. Oui, c'est ça, exactement. Mais on a quand même, il faut voir quand même le signal un petit peu positif, c'est-à-dire que le label va être beaucoup plus facile à avoir, entre guillemets. Alors espérons qu'il n'y aura pas plus de fraude. Ben oui. En revanche, on va pouvoir valider des acquis d'expérience. Donc les artisans pourront, en fonction de
de leur passé, du travail qu'ils ont réalisé auparavant. Ils pourront valider ces acquis, mais également faire prolonger la labellisation qui avant était d'une durée de 4 ans et qui va pouvoir passer à 8 ans. Donc ça c'est quand même, on va favoriser, et on pourra également labelliser chantier par chantier, donc c'est-à-dire qu'un artisan, pour un chantier particulier, pourra dire je demande le label pour ce type de chantier à tel endroit qui demande tant de primes, notamment pour ma prime rénov ou pour les certificats d'économie d'énergie. Très bien, on va revenir là sur Aix-en-Provence. Alors, quelques chiffres sur l'état, notamment sur le parc de logements à Aix-en-Provence. Est-ce qu'on a un patrimoine vertueux ? Alors, on est à peu près dans la moyenne, même dans la moyenne haute, mais ce qui est normal aussi parce qu'on est dans l'habitat ancien. Mais on a à peu près 40% de logements qui sont classés E, F, G. Donc il y a du travail, mais c'est normal, et c'est pas les villes de même taille et dans villes plutôt historiques ont à peu près le même nombre de passoires thermiques. Donc c'est un sujet. On a à peu près 38% de propriétaires occupants. Donc les propriétaires vont devoir se conformer aux différentes règles d'interdiction de location. Donc il y a du travail, mais ça avance, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui est fait, notamment par la ville, l'agglomération, pour apporter des aides au niveau local, en plus des aides nationales. Donc, je précise d'ailleurs qu'à Laval, où on était le mois dernier, vous avez rénové une école avec le maire de Laval. Exactement, on a rénové une école. Et vous avez trouvé le financement, et le maire de Laval, Florian Berco, a dit à ce micro que s'il n'avait pas eu effectivement cette aide-là, cette école n'aurait jamais pu être rénovée. Exactement. C'est extrêmement concret. Alors justement, on va voir notamment sur l'accompagnement, et là c'est un peu particulier. D'habitude, vous nous faites, on a droit à une maison et une copropriété. Là, vous démarrez par le fait qu'il y a une région aussi qui est baignée de soleil, et vous voulez parler d'exemples d'accompagnement en faveur du photovoltaïque. Exactement, on parle beaucoup de rénovation énergétique, mais on parle un petit peu moins, même si on en parle quand même, mais dans l'émission on en parle moins, de production d'énergie renouvelable, et c'est très important, et on le voit. Il y a et des aides, et en même temps on peut réduire sa facture énergétique. Et donc là on est parti d'un exemple concret qu'on a réalisé à Saint-Martin-de-Crau, chez un particulier, où on a installé 8 panneaux photovoltaïques, et on a réussi à apporter aux propriétaires entre 40 et 50% d'économie d'énergie sur sa facture. Donc ça c'est important, mais également des aides sur la question de l'autoconsommation. Et donc ce particulier a fait à peu près 50 € d'économie par mois sur sa facture de réduction, mais également on sait que l'investissement sera rentabilisé au bout de entre 8 à 10 ans. Donc c'est un investissement rentable dont il faut parler, et c'est important d'engager et d'aider les particuliers dans cette démarche. Et le deuxième cas concret d'une rénovation d'ampleur, alors là c'est dans une maison individuelle, une maison de 95 mètres carrés, chauffage sur l'électricité. Alors la rénovation. Alors là, on a réussi en faisant plusieurs types de travaux, notamment l'isolation des combes perdus, l'installation d'un poêle à bois, d'une VMC double flux, mais également d'une pompe à chaleur, sur des travaux de 22 000 € à peu près. Au global, sur une rénovation globale. On a réussi, avec MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie et l'ANA, à mobiliser plus de 12 000 €, donc plus de la moitié des financements pour la rénovation d'une maison individuelle. Vous avez pu accompagner le financement du reste à charge ? Alors on l'accompagne effectivement à travers des dispositifs comme le prêt à taux zéro, où effectivement on aide les particuliers à se financer, puisque c'est un reste à charge qui reste important. Ce qu'on peut dire, c'est que ces dispositifs existent, mais comme il y a une complexité, le fait que vous les accompagniez permet d'avoir plus de lisibilité, plus de sécurité, voire même de confiance. Bien évidemment, on se substitue et on les aide, on les accompagne de A à Z sur la préconisation des scénarios de travaux, le financement, mais également la prise en main du logement, parce que c'est ça qui est important. Il faut absolument qu'on puisse donner les bons gestes, les éco-gestes quand on prend en main un logement, afin de réduire sa consommation énergétique et que les travaux donnent véritablement des économies d'énergie réelles. Madame la maire, y a-t-il des aides spécifiques justement dans le domaine sur la rénovation énergétique ici ? Alors ici, nous avons encore un problème d'injonction paradoxale, pardonnez-moi. S'il s'agit à la fois des règles de réhabilitation du centre ancien, qui commandent effectivement à ce que tout soit réhabilité comme cela a été auparavant, sauf que ce qui a été conçu auparavant, eh bien, constituait aussi des passoires thermiques. Sur Aix-en-Provence, par exemple, nous avons des appartements très anciens avec des hauteurs sous plafond
extrêmement Oui. importante. Oui. Hein. Et donc Vous voyez, énergivore, bien sûr. partout où vous allez dans le quartier Mazarin ou ailleurs, les hauteurs sous plafond sont très importantes. Et on nous dit aujourd'hui que bientôt, certains propriétaires ne pourront plus louer leur logement parce qu'il s'agit de passoires thermiques. Un exemple qui m'est proche, la restauration de fenêtres du 18e. Fenêtres en bois, donc on les reconstruit de la même manière qu'auparavant, sauf que les rainures ne sont pas suffisamment importantes pour placer du double vitrage. Donc il on faut se retrouve modifier avec la une vitre structure. feuilletée. Bien sûr. Mais évidemment, l'air passe. Alors que dans les normes énergétiques, ce n'est pas le cas. Donc on est face comme ça à des... Est-ce que vous avez aussi le même souci qu'on a à Paris sur les bâtiments haussmanniens, sur la rénovation par l'extérieur, sur lequel on a des immeubles classés, donc on ne peut pas toucher. Donc on est contraint, Bien sûr. contraint de travailler sur l'intérieur, et donc perte en mètres carrés et en surface. Pas simple à expliquer à un propriétaire quand même. Hein. Non, c'est pas simple. Surtout quand on voit le coût du mètre carré. Nous sommes bien d'accord. Il faut des règles dérogatoires mises en place pour justement les centres historiques, les bâtiments historiques. C'est clair. C'est là qu'on voit que finalement, Demirmer, c'est un véritable sacerdoce. Hein. C'est vrai, c'est aussi une passion. Hein. C'est aussi une passion. Mais nous avons la chance tout de même d'avoir, par exemple, dans la région, dans la collectivité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud, une collectivité qui nous aide énormément. La ville d'Aix-en-Provence a contractualisé 20 millions d'euros sur 5 ans, justement sur la transition énergétique et écologique. Et de fait, nous pouvons, avec l'esprit en paix, budgétairement, rénover l'ensemble de nos écoles, 76 complexes scolaires. Bien sûr. Dans les bâtiments de date, évidemment, des années 70, 80. On va d'ailleurs aborder dans la deuxième partie avec la vie ensemble avec nos amis de Nexity, justement sur la nécessité de construire du neuf pour décompresser, puisque une ville qui se reconstruit sur elle-même, c'est sur l'habitat existant, mais c'est aussi par la construction neuve qui est une véritable nécessité. C'est bien le sujet du jour, parce que comme vous le savez, il y a une vraie panne, le marché est totalement grippé. Après avoir abordé les problématiques de rénovation énergétique, on va voir justement les vertus de ce que représente aujourd'hui la construction neuve avec des nouveaux modes constructifs dont on parlera bien évidemment et de projets de régénération urbaine. C'est très à la mode, mais c'est véritablement un objet essentiel pour l'urbanité. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin. Voilà, nos amis d'Elio avec le bon réflexe. On enchaîne tout de suite. On va recevoir dans quelques instants Lionel Séropian qui représente Nexity tout de suite après ça. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. La vie ensemble, effectivement, il s'agit bien de cela. Vivre ensemble, en harmonie, en paix, dans une démocratie libre où on peut tous s'exprimer. Avec nos amis de Nexity, on va parler de construction neuve. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Lionel Séropian. Bonjour. Bonjour Lionel. Applaudissements pour vous. Merci. Voilà, Lionel Séropian, un grand monsieur de l'immobilier que je connais depuis quelque temps maintenant, qui est directeur général adjoint Alpes-Maritimes, Var, Grand Marseille, Languedoc et Midi-Pyrénées, avec le groupe Nexity, acteur premier de l'urbain et de la fabrique de la ville. Première question, c'est vrai que vous avez l'habitude, je vous la pose à chaque fois lorsqu'on est sur les villes. Est-ce qu'on est ici avec une maire de la ville qui est bâtisseuse, qui bâtit? C'est une bonne question pour entamer notre conversation. En tout cas, moi, je suis, d'abord, avant de vous répondre, j'ai envie de vous dire que je suis ravi d'être à Aix, ravi d'être dans cette ville qui est bénie, bénie pour sa culture, pour sa situation, pour l'engouement autour de la ville d'Aix dans cette Provence qui attire de plus en plus de gens. Donc j'ai envie de répondre à la question tout de suite, Madame le maire, je vous regarde, en vous disant bâtisseuse mais pas assez. Bâtisseuse mais pas assez. Pas assez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, et vos confrères et vous-même le savez très bien, on a affaire à une double crise. On parlait d'injonctions contradictoires, de double inconstance, je ne sais pas comment l'évoquer, mais en tout cas une crise de l'offre, puisque la production de logements neufs ou de logements en réhabilité ou d'opérations transformées. Parce qu'aujourd'hui, je me permets d'exprimer le fait que les opérateurs immobiliers ont fait leur mue depuis bon nombre d'années sur la façon de bâtir. Il ne s'agit pas que de construire ex nihilo.
Vous parliez de ZAN tout à l'heure, beaucoup de choses ont été dites, mais aussi de reconstruire la ville sur la ville, même si c'est une expression consacrée depuis la loi SRU, mais nous l'appliquons et nous tâchons de l'appliquer en fonction des territoires et en fonction de leurs caractéristiques. Donc, on souffre de cette crise de l'offre, crise également de la demande, voilà, parce qu'elle est double. Les gens ne peuvent plus accéder au crédit immobilier. Les dispositifs fiscaux, vous parliez de la fiscalité locale, je parle de la fiscalité de l'immobilier d'une façon générale également. Il y a eu des coupes qui ont été faites et malheureusement, Bien sûr. un marché soutenu depuis plus de 30 ans sur des thématiques qui sont essentielles pour accompagner le parc du neuf, ou en tout cas du renouveau de l'offre, puisqu'on parlait tout à l'heure de transformation et d'accompagnement énergétique qui aujourd'hui, tout est stoppé. Donc une double crise à laquelle nous sommes confrontés. Tout est stoppé ou c'est le ralentissement? Vous dites tout est stoppé? Tout n'est pas stoppé. J'attendais, Olivier, votre réaction sur tout blanc ou tout noir. Forcément, ce n'est pas manichéen, mais... Non, bien sûr. En fait, c'est stoppé, c'est ralenti, alors... On a quand même un marché qui s'est ralenti de 40%. Effectivement, c'est moins 40% oui. de réservation. Ça, c'est le chiffre que tout le monde a en tête sur la production de logement neuf. Mais j'ai envie de dire, la production de logement neuf est le seul spectre de la promotion immobilière. Tout le monde s'en fout un peu. Le sujet, c'est le sujet sociétal et le sujet du logement. Pour Aix en particulier, le logement des étudiants, le logement des primo-accédants. Donc, c'est le sujet que tous les maires, pour tous les maires, en tout cas pour le primo-accédant, et pour vos administrés, les jeunes de la commune, j'allais dire. Après, les étudiants, Aix a cette spécificité d'être très attractive aussi sur ce sujet-là, mais pas que. Et donc, c'est tout le système qui est grippé. Et je crois que les annonces qu'on nous a faites très récemment sont largement déceptives et n'ont pas créé un choc mais déceptive à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je veux dire, je veux juste vous dire qu'on a 2 mandats présidentiels, 4 gouvernements, 5 ministres du logement, dont les 3 derniers ont été nommés dans les 2 dernières années. Donc, quand on a un tel défilé politique au ministère du Logement, comment s'étonner qu'on n'ait pas sanctuarisé une politique de logement durable? Parce que c'est vous qui le dites souvent d'ailleurs, vous vous inscrivez sur un temps long. Parlons prix. Combien ça coûte au mètre carré le logement neuf ici dans cette région ou à Aix-en-Provence? Je parlais d'Aix surtout. Je crois que les données que nous avons, parce qu'il y a plein d'analystes dans la salle, tournent autour des 6 500 ou 6 600 euros moyens dans le neuf ou le transformé, mais plutôt dans le neuf. Donc je trouve que c'est un prix moyen qui veut dire peu de choses, parce que ça dépend de la typologie, la taille du logement, etc. Je crois que globalement dans le neuf, on a plutôt la sensation en centre-ville. C'est des prix élevés. Ce sont des prix élevés. Ce sont des prix élevés. Je ne l'ai pas dit, Madame le maire, mais c'est un des plus beaux marchés immobiliers de France, vous le savez. Donc, et c'est la raison pour laquelle il est très attractif. C'est la raison pour laquelle les inégalités ou les difficultés d'accès au logement sont exacerbées, forcément, parce que très attractif et donc accessible à très peu. Et donc on a favorisé, on accompagne, on essaye d'accompagner, en tout cas toute la profession, Nexity aussi en particulier. Encore une fois, pas assez, mais ça sera toujours la même rengaine. Nexity a beaucoup construit à Aix entre 2015 et 2018. Qu'est-ce qui coûte le plus cher aujourd'hui? Ces prix s'expliquent comment? Par le prix du foncier, la rareté du foncier, les coûts de production, bien évidemment. Vous avez tout dit, en fait, vous savez tout. Donc, en fait, on ne construit pas plus cher. On construit pas plus cher dans une région ou dans l'autre. Il y a bien évidemment des prix qui sont adaptés à chaque région. En termes de coûts de construction, ils évoluent tous, parce que le prix des matériaux, des matières premières évolue, même si ça a tendance à stagner. À Aix, effectivement, il y a une charte du bien construire qui forcément, comment dirais-je, renchérit un petit peu le coût de fabrication. Pourquoi? Parce que l'exigence en matière d'environnement, de bien-être, de confort d'été, de logement traversant, etc., nécessite une forme différente et des bâtiments que l'on considère un peu moins plan courant, c'est-à-dire des bâtiments plus travaillés. Et je crois que en 2024, notre responsabilité commune, c'est de fabriquer des logements de qualité. Et justement, pour poursuivre Lionel, on sait que l'un des leviers sur la construction neuve et pour le collectif, ça a été pendant longtemps les investisseurs. Or, on sait que cette année, l'un des dispositifs moteurs, qui est le Pinel, en fait, va s'arrêter en fin d'année.
Est-ce qu'on a besoin, en France, selon vous, d'investisseurs privés, de considérer que l'investisseur est comme un acteur économique à part entière et que derrière son investissement, on peut produire des logements, on peut loger une famille. En fait, aussi, on investit dans quelque chose dans un bâtiment ou un logement qui est vertueux. Faut-il un dispositif d'investissement locatif, notamment dans le neuf? Ça a toujours été le cas. Hein. Oui. 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 Bon. Mais je crois, enfin oui, j'ai dit 3 fois. En fait, c'est clair. En fait, ça ne peut pas être exclusif. En fait, fabriquer du logement, le système et la crise systémique à laquelle on est confronté ne peut pas être résolue en supprimant ou en enlevant une chose. S'il y avait un bailleur social autour de la table, il vous expliquerait aussi la difficulté de financement des bailleurs sociaux. Bien sûr. Donc en fait, la crise, d'une manière générale, nécessite à ce que tous les acteurs continuent à fabriquer ce qu'ils savent faire avec des dispositifs qui accompagnent. Et forcément, c'est un travers de considérer que l'immobilier neuf en France doit être exclusivement construit et cédé et vendu à des investisseurs particuliers. Le retour des zinzins, des investisseurs institutionnels est nécessaire aussi. L'État favorise notamment la Caisse des dépôts, notamment INLI, pour fabriquer en bloc et gérer. On a fait à Aix, Madame le maire, une des premières opérations en logement locatif intermédiaire à la Duran, qui s'appelait Cœur Duran. Et oui. Je me rappelle de ces réunions il y a quand même 4 ou 5 ans déjà, où on a considéré que l'offre en logement intermédiaire locatif, certes, était nécessaire, entre le logement social et le logement libre, qui se retrouvent à des niveaux stratosphériques de loyer, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, Olivier. Vous me disiez les loyers autour de 23 € par mètre carré en moyenne, loyer, c'est ce que vous indiquez, Lionel. 23 € entre 20 et 23. Alors moi, je n'indique rien. Je vérifie parfois. Il y a des plafonds de loyer et une des vertus de dispositifs fiscaux permettait d'avoir un plafonnement des loyers. Alors certes, peut-être d'aucuns considéreront que les opérateurs ont exagéré, mais je crois que Aix est une ville chère, il faut se l'avouer, et la difficulté d'arriver à servir tous vos administrés, c'est une aventure complexe. Lionel, il faudrait combien de logements? Combien il faut de logements à Aix-en-Provence pour absorber effectivement, trouver un équilibre? Je vais être un peu scolaire, mais il y a un PLH. Oui. 900. Voilà, c'est 11 000 logements pour la métropole, et puis il y en a à peu près 10%. 900 à peu près 10%. Okay, il en faudrait peut-être un peu 1000. On est à combien aujourd'hui? Madame la maire, on est à combien en production de logements neufs? En production de logements neufs, pour cette année-là maintenant, oui. On est à 400. Mais on a le programme de la Duran. Mais très largement, donc au-dessous de ce que vous souhaiteriez faire, Madame la maire. Bon, attention, il y a eu aussi des pics les années précédentes, où on se retrouvait avec 1300, 1400 logements construits, avec un désir aussi de maîtriser le développement de la ville. Donc il y a aussi des compensations d'année en année. Moi, mon idée, c'est pas demain d'avoir que la ville d'Aix-en-Provence ait 200 000 ou 250 000 habitants. Je pense que ce serait détruire la ville. Et que de surcroît, nous ne sommes pas forcément en situation pour mettre en place l'ensemble des équipements qui iraient avec une production qui serait trop forte. Il y a un rythme qu'il faut tenir. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais quand vous dites je ne veux pas que ce soit plus habitants, vous limitez par la politique locale un flux trop important de nouveaux habitants sur Aix? C'est ça que j'entends? Mais je pense qu'il ne faut surtout pas que ça grossisse trop vite. Il y a un rythme qu'il faut respecter. Nous n'avons pas les transports adéquats, nous n'avons pas forcément les moyens de mettre en place les équipements adéquats. Vous faites partie donc de ces villes qui ne se réjouissent pas forcément d'une croissance démographique positive chaque année. Ce n'est pas une question piège. Croissance mais c'est démographique. Non, vous prenez par exemple le cas de Toulouse qui gagne 15 000 habitants chaque année. Vous n'êtes pas engagé, si vous voulez, dans un processus de la ville dans lequel vous accueillez, on va dire favorablement, le mot n'est peut-être pas forcément approprié, de nouveaux habitants chaque année. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis très heureuse d'accueillir 2 nouveaux habitants, mais encore une fois, de manière maîtrisée. Voilà, c'est tout. Parce que je veux que l'on construise bien. Par exemple, sur la charte du bien construire que vous évoquiez à l'instant, il y a aussi le nombre de mètres carrés par typologie d'appartement. Bien sûr. Parce qu'on a vu aussi fleurir comme ça des programmes immobiliers où effectivement les matériaux n'étaient pas les bons, où il n'y avait pas les places de stationnement nécessaires, où il n'y avait pas les voies de circulation nécessaires, et en même temps où on se retrouvait avec des T3 par exemple minuscules. Ça, ce n'est pas acceptable. Et vitesse ne veut pas dire précipitation. On est d'accord. Voilà.
Des opérations Non, mais ça a l'air emblématiques, très clair. Lionel. Bon, Alors, on parlait- non, mais un commentaire déjà sur ce qui a été dit. Je pense qu'il Oui. faut renouveler la Oui. ville. C'est-à-dire qu'il faut la rebâtir et de la même manière, il faut être mesuré, vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la transformation, il faut que ça soit accompagné de logements neufs pour valoriser. Bien sûr. Je pense qu'il faut savoir densifier où c'est possible de le faire. On parlait de polycentralité puisque vous avez autour d'Aix, dans Aix, des quartiers comme la Durane, comme Saloni, comme Bien d'autres, sûr. où il y a on parle de ville du quart d'heure qui est un concept Carlos très Carlos marketing, Moreno. mais qui a son sens. Absolument. Qui a son sens. Donc, je pense qu'il faut reconstruire cette ville, sur ses noyaux existants, et parfois savoir exprimer, même si on parle de R+2, eh bien, il faut travailler l'architecture, travailler les projets Évidemment. pour accompagner un développement, Bien sûr. certes harmonieux, mais aujourd'hui nécessaire. Les reportages sont édifiants. Alors, et édifiants sur toutes parce que les sur les situations- travailleurs essentiels, sur les les étudiants, situations sont sur toutes désespérantes. les catégories de Elles population. sont désespérantes. Je vous comprends, Madame la maire, je vous comprends complètement. Mais nous avons avant tout un devoir, effectivement, avec les citoyens, de pouvoir les loger dans un pays qui est encore un pays libre, dans lequel il y a un droit inaliénable et il n'est pas tolérable aujourd'hui que 3000 enfants cet hiver, chaque soir à Paris, ne trouvaient pas, étaient en hébergement d'urgence. Ça a été un drame absolu. C'est de nature à nous briser le cœur. Carrément. On ne peut pas s'affranchir de cette réalité. Dans ce reportage, vous en parliez, il y avait 2 travailleurs, 2 vraiment totémiques, iconiques, une famille qui vivait dans un hangar et un autre qui n'était même pas un entrepreneur, qui était un ouvrier qui avait 15 ans ou 20 ans d'expérience, qui vivait dans sa voiture. Donc ce n'est pas, Possible. on est d'accord que ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable, mais je pense aussi qu'il y a une responsabilité. On parlait d'injonction paradoxale, je reviens encore là-dessus. On nous parle de réindustrialiser la France. Ce qui est une Sauf bonne idée. qu'en fait, ce qui est une excellente idée. Bien sûr. Sauf qu'en fait, on interdit l'artificialisation des sols partout en France. Et finalement, on ne peut pas non plus repeupler des villages, des petites communes, alors qu'elles mériteraient de l'être et qu'elles ne demandent qu'à l'être. Parce que, en perdant des habitants, elles perdent leurs banques, leurs écoles, leurs équipements, et demain, elles ne seront pas en situation de les remettre. C'est très clair. Voilà. C'est clair. Donc je pense qu'il ne faut pas vouloir concentrer non plus, je dirais, la population dans une sorte d'exode, comme on l'a vécu à l'ère industrielle, vers les métropoles, vers les grandes villes. Je crois que ça passe par là aussi, le logement. Merci Madame la maire. Dernier point, juste pour représenter, illustration iconique, une opération livrée entre 2015 et le 2018, 3 tranches, un projet global de 318 logements. Ça, c'est le quartier de la Durane. Donc, c'est un des quartiers périphériques qui a accueilli l'essentiel de je dis un gros mot, de la production de logements neufs à Aix. C'est pas un gros mot en production. C'est bien construit, c'est un beau mot. Nous sommes des bâtisseurs, vous savez. Il ne faut pas perdre le savoir-faire et le fait d'être bâtisseur, être fier de l'être. Je crois que c'est essentiel et on me clame la profession. Et ceux qui l'accompagnent le clament à longueur de journée parce qu'être bâtisseur, c'est bâtir les villes. Et c'est ce qui fait l'histoire. Parce que va-t-on laisser ? On nous a laissé un patrimoine, le nôtre, et on l'invente au quotidien. Donc effectivement, la Durane est une opération emblématique qui s'est terminée. On a livré les derniers bâtiments en 2022. Après, Nexity et d'autres marques qui appartiennent au groupe Nexity ont fabriqué des logements dans Aix, ce sont des dents creuses, donc on a la capacité de fabriquer des quartiers de ville à grande échelle et dans le temps, en partenariat avec l'aménageur local, mais aussi des dents creuses, reconstruire la ville sur la ville dans des endroits. On a 2 opérations en cours en ce moment qui elles, se vendent à un rythme moins élevé que d'habitude, certes, aux alentours des 8 000 € de mètre carré. Mais la lumière est au bout du tunnel, c'est le plus important. Quand vous parlez aussi, effectivement, des personnes qui n'ont pas de logement, qui sont dans leur voiture, monsieur vient de le dire, la moyenne sur Aix, c'est 8 000 € le mètre carré. Ah oui. Voilà. Donc on est plutôt, sur des cas pareils, sur de la construction de logements sociaux, Bien sûr. dans des quartiers qui sont plus dédiés. C'est important ce que vous dites. Et d'ailleurs, je rappelle juste comme ça que 54% des logements sociaux fabriqués en France le sont par des promoteurs privés. Il faut quand même aussi le rappeler. Applaudissements pour Lionel Séropian, directeur général adjoint Nexity pour la région, voilà, Var, Grand Marseille, Languedoc et Midi-Pyrénées. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons clôturer nos émissions avec les notaires qui vont nous donner un regard très précis sur la ville, sur ce qu'on appelle l'immobilier ancien. C'est dans quelques instants. À tout de suite.
Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Et bien de retour sur le plateau pour notre troisième et dernière séquence ici à l'Hôtel des Villes d'Deauville d'Aix-en-Provence. Merci d'être avec nous. Décidément, je vais y arriver. En plus, je suis dominé par le comte de Mirabeau qui est juste derrière moi. Quelle figure tutélaire de la culture française qu'on est bien quand même ici. Je suis très heureux de vous recevoir. Nous avons un notaire parmi nous. C'est Maître Jean Coulon. Bonjour Jean Coulon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président, vous êtes expert auprès de la Cour d'appel. Non, ça pardon, président. Président. Expert, j'espère, mais en tout cas président déjà du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Voilà. Merci d'être avec nous. Vous allez représenter le Conseil supérieur du notariat, vous représentez les notaires, et avec vous, on va examiner justement la fabrique de la ville, mais dans laquelle existe aujourd'hui l'ancien, mais aussi les prix, les locations, voir un peu les difficultés que peuvent avoir les Français, puisque bien évidemment, l'ancien, tout ce qu'on voit autour de nous dans la ville, sera toujours présent en 2050. Donc il faut aussi savoir le préserver. C'est comme d'habitude notre ami Olivier Marin qui pose la première question. Oui, maître, bonjour, rebonjour. Alors, avec vous, effectivement, on va faire un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer quelques conseils pratiques, on en a bien besoin. Quelques chiffres clés pour démarrer. Statistiques, alors à fin décembre 2023, 4800. Qu'est-ce que c'est ? 4800, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Aix-en-Provence. Alors c'est une hausse de 3,5% sur un an, et c'est surtout près de 25% de hausse de prix depuis 5 ans. Est-ce que c'est un signe de l'attractivité ? Certainement, c'est un signe d'attractivité d'un marché, d'une ville qui attire depuis longtemps, mais sur laquelle le phénomène de croissance démographique, et en tout cas observé dans le cadre de l'investissement immobilier, ne fait que s'accroître. Certes, on a pu constater ces derniers mois un ralentissement dans le nombre des transactions, il faut être clair, comme on l'a observé de partout en France, de partout. Avec toutefois quelque chose d'assez révélateur, pas de baisse de prix, ou très 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 faible. Ah oui ? Ah non, pas de baisse de prix pour l'instant. Ce qui est un problème parce que bien sûr, pour que l'offre retrouve la demande et que la demande se confronte sur le marché avec l'offre, il faudrait qu'il y ait une adaptation. Comment vous expliquez le fait qu'on n'observe pas encore de baisse ? Tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Attractivité. L'attractivité. Bah oui. Une attractivité évidente. Donc bien sûr qu'on va se retrouver, on commence à avoir de tout petits signes ça et là, qui ne sont encore pas repris dans des chiffres, mais qui montrent qu'il y a un petit sursaut de quelque chose, parce qu'il y a un besoin de se loger, il y a un besoin d'investir. Alors, c'est assez surprenant, mais c'est une ville étirée entre des produits de centre-ville qui sont de petites surfaces, des studios, souvent tournés vers les étudiants, et donc sur lesquels d'ailleurs on observe que près de 20% des acquéreurs de ces studios sont des personnes plus de 60 ans. Ce sont en général les parents investisseurs qui logent leurs enfants ou qui investissent pour après. Et puis on est tiré avec également une périphérie, voire des biens de centre-ville, mais des villas et des propriétés périphériques, parce que Aix est une ville très étendue. C'est tout son paradoxe. Elle a un centre-ville, le fameux 5 minutes en vélo, 15 minutes à pied, qui le permet largement, mais elle est également très étendue sur son territoire, et on accède très vite en sortant d'Aix à la campagne, et on se retrouve avec des propriétés qui ont des valeurs bien sûr très importantes. Sur Aix-en-Provence, typiquement, vous avez connu un ralentissement de l'activité, une baisse des transactions en 2023. Est-ce que, comme on l'entend un peu partout, le fait qu'il y ait des meilleures conditions de crédit, que les taux d'intérêt finalement se stabilisent un peu alors qu'on a connu une année 2023 qui était très compliquée, notamment pour acquérir un bien. Est-ce que vous sentez un frémissement ? Est-ce que ça repart un petit peu les transactions à Aix-en-Provence ? Bien sûr, on retrouve un marché naturel, un marché dans lequel qui n'est pas causé par quelque chose, mais un marché de besoin. On accueille un nouvel enfant, on se sépare, on a un décès, on a un marché qui très naturellement reconfronte une offre et une demande. La baisse des taux d'intérêt, effectivement, permet de rattraper ce qu'il était impossible de rattraper autrement. On l'observe d'ailleurs par une baisse des prix, une baisse du nombre de transactions en prix médian, ce qui veut dire qu'on achète des surfaces un peu plus petites
les promoteurs le savent bien, sur les dernières décennies, souvent on a rattrapé le marché du neuf avec des surfaces parfois un peu plus petites. C'était pas une volonté de construire plus petite, mais c'était une volonté toujours d'avoir une adéquation entre l'offre et la demande. Il se passe un petit peu la même chose aujourd'hui. Le rattrapage se fait grâce à une stabilisation baisse des taux d'intérêt, certainement, qui permet de dégager une capacité de financement supérieure, mais également par des surfaces peut-être un peu plus petites que celles auxquelles on aurait aspiré il y a quelques mois ou quelques années. Pour ceux qui ne connaissent pas Aix-en-Provence, si l'on devait prendre une photo, un peu l'état des différents biens, des quartiers porteurs, quelles sont les spécificités du marché immobilier ancien? J'ai envie de rajouter, est-ce qu'il n'y a pas un bon plan là Ça, c'était la deuxième question. Mais alors? On vous accueille volontiers. Alors, maître. On parlait du centre-ville, certainement, bien entendu, c'est un endroit qui est très, très prisé, ne serait-ce que par cette possibilité de ranger son véhicule et puis derrière de se balader, de se déplacer, de faire ses courses, d'aller aux expositions diverses et variées qui peuvent être proposées, mais également le marché périphérique, où là on va retrouver d'ailleurs dans ces grandes propriétés ou ces grandes maisons une volonté d'avoir de l'espace. Ça, c'est peut-être un retour des années confinement de 2020 et 2021. De se projeter dans l'espace, de l'air, du verre et de l'espace. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu le truc. D'ailleurs, quand on accède au centre-ville, il faut un bip. Oui. Quelqu'un ne peut pas traverser la ville en voiture, je crois. Ou alors il faut s'arrêter à toutes les bornes et demander l'ouverture. Okay. Oui, ou alors s'il a un bip, c'est parce qu'il habite et qu'il a un parking à proximité dans le centre-ville, par exemple. Voilà. Centre-ville, il y en a peu tout de même. Il y a quelques garages, bien sûr, mais... On évoquait les 4 000 Il y a les parkings à la périphérie immédiate du centre. D'ailleurs, vous avez les 4 points cardinaux, c'est ce que nous a dit le taxi ce matin. Aux 4 points cardinaux, vous avez installé des parkings qui permettent aux personnes de s'arrêter, un peu comme dans les grandes villes italiennes, de garer la voiture, ou à Amsterdam par exemple, vous garez la voiture et puis vous allez en centre-ville très facilement. Et c'est exactement ça. De plus, nous avons aussi une sorte de petit train. C'est pas un petit train, c'est un petit véhicule électrique qui permet effectivement de traverser le centre-ville et d'un bout à l'autre, ce qui est très aidant et permet de ne pas prendre la voiture tout le temps. Maître, juste pour revenir, 4 800 €, on indique en fait prix médian, mais dans le centre, typiquement, jusqu'où ça peut monter? Dans le centre, on atteint très vite 6 000 €, autour de 6 000 € le mètre. 6 000 € du mètre. Ancien. C'est vraiment le... 8 000. On a enregistré des ventes qui étaient proches de 10 000 € le mètre sur des prix parisiens, typiquement. Tout à fait. Mais là, on est sur de l'exceptionnel. Voilà, on va très vite tourner autour de 6 000. En fait, on est entre 4 000 et 6 000 €. Ouais. Le 4 008 médian est là pour nous le rappeler. Et c'est vrai qu'on atteint des chiffres qui sont presque des chiffres parisiens. D'ailleurs, petite précision, les Franciliens aiment bien Aix-en-Provence. Beaucoup. Oui. Ils s'y installent. Je crois près de 7% des acquéreurs au niveau des propriétés, des maisons individuelles sont des Franciliens. Par contre, 58% des Aixois restent sur Aix. 58% des acquéreurs réinvestissent sur Aix. Donc on aime Aix et on ne la quitte plus. Et pour acquérir le rêve d'une maison à Aix-en-Provence, 700 000 €. Minimum. 700 000 €, c'est bien ça. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Il faut minimum 700 000 €. Il faut minimum 700 000 €. Et on a quoi pour 700 000 €? Qu'est-ce qu'on a pour 700 000 €? On a une jolie maison. On a une jolie maison. On a une jolie maison, une très jolie maison, certainement. Après, on va trouver... Non, on n'est pas en cœur de ville, on est sur la ville. On dit légère périphérie. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Tout à fait. Okay. Tout à fait. La cœur de ville, on est sur de l'exceptionnel. Sur de l'exceptionnel. Si je vous dis le quartier Mazarin, un hôtel particulier... Alors là, on a enregistré, je crois, l'année dernière, moins de ventes à très fort prix. Oui. C'est-à-dire je crois qu'on n'a pas dépassé, me semble-t-il, l'année dernière, 5 millions d'euros. D'accord ? Mais on a, les années précédentes, connu des transactions à des prix bien au-delà. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez des indicateurs sur les types de rentabilité si un investisseur, justement, acquérir un bien dans l'ancien et qu'il veut mettre en location, sur des types de rendement? Alors, nous n'avons pas d'indicateur. Par contre, ça me permet de rebondir sur une chose, sur les Airbnb notamment. Vous l'évoquiez, Mme le maire, tout à l'heure.
pour nous, Aix, et pour moi en tout cas, Aix a cette particularité de connaître depuis longtemps des locations de courte durée au travers des studios et puis des festivités. Et donc l'équilibre entre l'hiver, l'année universitaire, et l'été, l'année des festivals, effectivement, c'est toujours opéré. C'est peut-être pour cela, je vous écoutais tout à l'heure, que vous ne redoutez moins le développement du Airbnb que d'autres villes qui ont déjà pris des mesures, ce que vous n'avez pas encore fait précisément ici, parce que vous ne le jugez pas utile. Dernière question, maître. En cette période d'incertitude où aussi on n'a pas beaucoup de visibilité, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Alors, le droit consumériste de ces 15 ou 20 dernières années a développé toute une série de textes et de réglementations bien spécifiques qui engagent le vendeur. Ces réglementations qui tournent autour, on les connaît bien, autour des diagnostics immobiliers, mais bien d'autres choses, nécessitent dans le parcours de la vente qu'un certain nombre de choses soient faites, j'allais dire, dès la première visite. Et nous, je vous le dis, parce que c'est quelque chose que l'on vit dans nos études, dans nos offices au quotidien, une vente mal amenée, où l'information n'a pas circulé très en amont dès la première visite, est une catastrophe. La petite chose qui est apprise dans la salle d'attente de nos études, pire pendant la lecture de la promesse ou encore entre la promesse et la vente, est une catastrophe. Le processus de la vente aujourd'hui, c'est la promesse. La vente n'est que la constatation de paiement du prix, éventuellement de la remise des clés. La quasi-totalité des informations doivent avoir été dans la promesse. Oui. C'est là que le bas blesse d'ailleurs souvent. Et là, vous faites allusion finalement à l'excellence du conseil, voire même de l'approche technique lorsqu'on est sur ce type de transaction. Parce que ce que vous dites est très juste. Moi, j'ai fait partie d'une école dans laquelle on pensait que c'était l'acte authentique, l'acte. Mais en fait, vous dites que tout démarre bien en avant. Ah oui. Et donc ça, c'est un conseil qu'on peut donner aux particuliers, d'être très vigilant. Ce qui n'empêche pas la promesse d'être aussi authentique. Mais bien sûr. Elle est authentique puisque Absolument. c'est, dans une grande majorité des cas, un acte que nous établissons et recevons également. Merci beaucoup. Merci Applaudissements beaucoup. pour Maître Jean Coulon. Merci. Vous restez avec nous. Voilà. Un grand merci également au public d'avoir partagé ce moment avec nous. À vous toutes, vous tous qui nous écoutez sur les plateformes d'écoute, vous likez, vous commentez comme d'habitude et surtout avec toujours beaucoup de bienveillance, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une démocratie avec beaucoup de vitalité, puisqu'on a le droit de débattre et on a même le droit de ne pas être d'accord. Donc, par contre, on n'est pas obligé de s'écharper. On est d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord sur l'ensemble. Et voilà, il est temps de nous quitter. Nous serons le mois prochain, Olivier Marin, Eh bien, nous serons à Montauban. Le 16 avril, Montauban. Voilà. Vous savez que Montauban, c'est la ville célèbre dans un film culte qui s'appelle Les Tontons Flingueurs. Oui. Hein, où vous avez Lino Ventura qui est au GR, voilà, et vous avez Bernard Billet qui dit « Il est là, le Gugus de Montauban ». Voilà, nous serons donc les deux Gugus, c'est-à-dire Olivier et moi, on sera à Montauban le mois prochain. On va vous laisser, Sophie Joissin, le mot de la fin avec le public et on vous invite. Alors, vous êtes de l'autre côté de l'écran, vous ne pouvez pas venir avec nous, mais ensuite, on va partager le verre de l'amitié. Quelques mots sur le moment qu'on a partagé avec vous. Écoutez, pour moi, ce moment est important parce que, d'abord, c'est une convivialité. Je suis vraiment heureuse de tous vous recevoir ici, en particulier. Mais au-delà de ça, ce sont des messages qu'il faut faire passer à l'État. Et je pense qu'au plus il y aura d'écho sur ces injonctions contradictoires, sur les difficultés que l'on peut rencontrer dans les villes par rapport au logement, par rapport à une réindustrialisation nécessaire de la France, et faire en sorte que ces messages permettent enfin une cohérence d'ensemble. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Et c'est une cohérence. Merci. Merci aux équipes. Merci à Grégoire Daricono. Je voulais juste rajouter une chose. Je dirais que c'est une cohérence qui, pour moi, tient aussi à la maîtrise du développement d'une ville. Voilà. C'est dit. Merci. Merci aux équipes du Figaro, merci aux équipes de Radio Imo, Jason, Grégoire. Il est temps de nous quitter. On se retrouve le mois prochain, direction Montauban. Merci. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.